Dans une demeure luxueuse, une adolescente paralysée, prisonnière de son corps et des attentes d'un père millionnaire, voit son destin basculer grâce à un acte inattendu et audacieux de sa nounou, une femme discrète au secret bien gardé. Elle s'appelait Camille, une jeune fille de 16 ans, dont le sourire lumineux contrastait avec la chaise roulante qui l'accompagnait depuis l'âge de 8 ans. Camille était la fille unique de Marc-Antoine Dubois, un magnate de l'industrie pharmaceutique dont la fortune semblait aussi infinie que ses ambitions. Leur maison, un hôtel particulier au cœur de Paris, respirait l'opulence, lustre en cristal, tapis persan, et une armée de domestiques veillant à ce que chaque détail soit parfait. Mais pour Camille, cette perfection était une cage dorée. Depuis l'accident qui lui avait volé l'usage de ses jambes, sa vie se résumait à des consultations médicales interminables, des regards compatissants et des promesses jamais tenues de médecins aux honoraires exorbitants. Marc-Antoine, un homme à la présence imposante, était convaincu que l'argent pouvait tout résoudre. Il avait engagé les meilleurs spécialistes, financé des recherches expérimentales, et même fait venir des experts de l'étranger. Chaque matin, il entrait dans la chambre de Camille, impeccablement vêtue, et lui parlait de nouveaux traitements, de nouvelles technologies, de nouvelles raisons d'espérer. Mais Camille voyait dans ses yeux une frustration croissante, comme si sa paralysie était un affront personnel à sa toute-puissance. « Un jour, ma chérie, tu remarcheras, répétait-il, mais ces mots sonnaient plus comme une exigence que comme un réconfort. À ses côtés, il y avait Sophie, la nounou. Sophie était entrée dans la vie des Dubois 5 ans plus tôt, peu après le décès de la mère de Camille. À 35 ans, elle était une femme discrète, presque effacée, avec des cheveux châtains toujours tirés en un chignon strict et des yeux qui semblaient voir au-delà des apparences. Sophie était bien plus qu'une employée pour Camille. Elle était une confidente, une amie, presque une mère de substitution. Chaque jour, elle poussait la chaise roulante de Camille dans les jardins impeccables de la propriété, lui lisait des romans d'aventure, et l'écoutait parler de ses rêves, des rêves où elle courait, dansait et vivait libre. Mais Sophie cachait quelque chose. Derrière son calme apparent, il y avait une détermination farouche, une énergie contenue que personne dans la maison ne soupçonnait. Camille l'avait parfois surprise, tard le soir, penchée sur son ordinateur portable, tapant frénétiquement comme si sa vie en dépendait. Quand Camille lui demandait ce qu'elle faisait, Sophie esquivait avec un sourire, juste des petites recherches, ma puce. Rien d'important. Mais Camille sentait que ce n'était pas vrai. Sophie était différente, et cette différence intriguait autant qu'elle rassurait la jeune fille. Un matin d'automne, alors que les feuilles dorées tapissaient les allées du jardin, Sophie entra dans la chambre de Camille avec une expression inhabituelle. Ses joues étaient légèrement rosies, ses yeux brillants d'une intensité nouvelle. « Camille, j'ai besoin que tu me fasses confiance aujourd'hui, » dit-elle en posant une main douce mais ferme sur l'épaule de la jeune fille. Camille, intriguée, hocha la tête. Elle n'avait jamais vu Sophie aussi sérieuse, presque fébrile. Ce jour-là, au lieu de l'emmener dans le jardin ou de lui lire un livre, Sophie conduisit Camille dans une aile de la maison rarement utilisée, une ancienne salle de réception transformée en espace de stockage. Là, au milieu de meubles recouverts de drap blanc, se trouvait un appareil étrange, un exosquelette métallique bardé de capteurs et de fils, qui semblait tout droit sorti d'un laboratoire de pointe. Camille écarquilla les yeux. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, partagée entre l'étonnement et l'appréhension. Sophie s'agenouilla à côté d'elle, son regard plongé dans celui de Camille. « C'est ta chance, Camille. Ta chance de marcher à nouveau. » Elle expliqua, avec une voix posée mais vibrante, qu'elle avait passé des années à travailler en secret sur ce projet. Sophie n'était pas seulement une nounou. Avant d'entrer au service des Dubois, elle avait été ingénieure en biomécanique, une carrière qu'elle avait abandonnée après une tragédie personnelle. Mais la rencontre avec Camille avait rallumé une flamme en elle. Pendant des nuits entières, elle avait repris ses recherches, contacté d'anciens collègues, et investi ses propres économies pour concevoir cet exosquelette sur mesure. Camille sentit son cœur s'accélérer. Elle voulait y croire, mais la peur la retenait. Et si cela ne fonctionnait pas? Et si cet espoir, comme tous les autres, s'effondrait? Et papa, demanda-t-elle, sachant que Marc-Antoine n'approuverait jamais une initiative prise sans son contrôle. Sophie serra les lèvres. Ton père n'a pas besoin de savoir. Pas encore. Il veut des résultats, pas des promesses. Laisse-moi te montrer ce que cet appareil peut faire. Pendant des semaines, dans le secret de cette salle oubliée, Sophie entraîna Camille. Les premières séances furent épuisantes, tant physiquement que mentalement.
L'exosquelette était lourd, les mouvements maladroits. Camille tombait souvent, et chaque chute semblait raviver ses doutes. Mais Sophie était là, inlassable, ajustant les réglages, encourageant, corrigeant. « Tu es plus forte que tu ne le penses », répétait-elle. Et peu à peu, Camille commença à sentir quelque chose changer. Ses muscles, longtemps endormis, réagissaient. Les capteurs de l'exosquelette traduisaient ses intentions en mouvement, et un jour, après des heures d'effort, elle fit son premier pas. Ce pas, hésitant, vacillant, fut un séisme dans la vie de Camille. Elle pleura, rit, et serra Sophie dans ses bras. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait vivante, entière. Mais ce moment de triomphe était aussi teinté d'inquiétude. Comment Marc-Antoine réagirait-il? Sophie, consciente des risques, avait agi dans le dos de son employeur, utilisant des ressources qu'il n'avait pas approuvées. Camille savait que son père, malgré son amour pour elle, n'aimait pas perdre le contrôle. Le jour où Marc-Antoine découvrit la vérité fut un tournant. Il rentra plus tôt que prévu d'un voyage d'affaires et trouva Camille debout, soutenue par l'exosquelette, dans la salle de réception. Son visage passa de la stupéfaction à la colère. « Qu'est-ce que c'est que ça » tonna-t-il, son regard passant de sa fille à Sophie. Camille, tremblante mais déterminée, expliqua tout, le travail de Sophie, les nuits blanches, l'espoir retrouvé. Mais Marc-Antoine n'écoutait qu'à moitié. Il voyait dans cet exosquelette non pas un miracle, mais une insubordination. « Vous avez osé expérimenter sur ma fille sans mon autorisation », lança-t-il à Sophie, sa voix tremblante de rage. Sophie, droite comme un i, soutint son regard. « Monsieur Dubois, j'ai fait ce que je croyais juste. Camille mérite de marcher, et vous savez que les médecins n'ont rien accompli en 8 ans. » Sa voix était calme, mais ses mots portaient une vérité implacable. Marc-Antoine, habitué à tout contrôler, se trouva désarmé. Il regarda sa fille, qui, pour la première fois, se tenait debout devant lui, sans l'aide de personne d'autre que cette machine et de la femme qui l'avait conçue. Les jours suivants furent tendus. Marc-Antoine, partagé entre sa fierté et son besoin de contrôle, fit examiner l'exosquelette par ses propres experts. À sa grande surprise, ils confirmèrent que l'appareil était non seulement fonctionnel, mais révolutionnaire. Sophie avait accompli ce que des équipes entières de chercheurs n'avaient pas réussi à faire. Mais Marc-Antoine n'était pas prêt à l'admettre. Il offrit à Sophie une somme considérable pour acheter son silence et les droits sur l'exosquelette, espérant en faire un produit commercial sous le nom de son entreprise. Sophie refusa. « Ce n'est pas pour l'argent, monsieur Dubois. C'est pour Camille. » Elle demanda une seule chose, que Camille puisse garder l'exosquelette et continuer à l'utiliser. Marc-Antoine, après une longue réflexion, accepta, mais à une condition, Sophie devait quitter la maison. Il ne pouvait tolérer qu'une employée ait défié son autorité de manière aussi flagrante. Le départ de Sophie fut un déchirement pour Camille. Elle pleura, la serra dans ses bras, et lui demanda pourquoi elle avait pris un tel risque. Sophie, les yeux humides, répondit simplement « Parce que tu mérites de vivre, Camille. Pas seulement d'exister. » Puis elle partit, laissant derrière elle une jeune fille qui, pour la première fois depuis des années, pouvait envisager un avenir où elle ne serait plus définie par sa chaise roulante. Avec le temps, Camille fit des progrès spectaculaires. L'exosquelette, perfectionné par une équipe d'ingénieurs que Marc-Antoine avait finalement engagée, devint une extension d'elle-même. Elle marcha dans les jardins, puis dans les rues de Paris, et un jour, lors d'une réception organisée par son père, elle entra dans la salle, debout, sous les regards ébahis des invités. Marc-Antoine, pour une fois, ne chercha pas à contrôler la narrative. Il se contenta de regarder sa fille, un mélange de fierté et de regret dans les yeux.